Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, je voulais te partager certaines erreurs que j'ai moi-même commises en voyage et ou des erreurs que je vois plusieurs personnes commettre quand elles partent. Et donc, voilà, je voulais te les partager pour t'aider à éviter de toi-même les reproduire. Je tiens à te dire que déjà, de un, ce sont des erreurs que même les voyageurs aguerris font parfois, ou des fois, on est tous humains, on oublie certaines choses une fois ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des erreurs que même les voyageurs aguerris peuvent faire. Donc même si tu voyages depuis plusieurs années, cet épisode pourrait quand même te servir. Et voilà, donc déjà ça. Et ensuite, une autre information importante, je pense que la plupart des erreurs que je vais te mentionner aujourd'hui proviennent d'un manque de préparation en amont. Donc voilà, c'est souvent la cause des problèmes. Donc si tu veux, j'avais préparé l'épisode 21, donc qui te donne les 12 étapes que moi en tout cas j'utilise pour planifier mes voyages. Donc si tu veux être sûr de ne rien oublier et de bien préparer tes voyages pour éviter le plus possible de commettre les erreurs dont je vais te parler aujourd'hui, eh bien tu peux aller écouter cet épisode qui est disponible sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes cet épisode actuellement. Mais je vais aussi te mettre le lien en description, comme ça ce sera plus facile d'y accéder. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première erreur. Selon moi, ça c'est une des erreurs les plus importantes et je vais te parler d'un principe qui est le principe à retenir quand tu pars en voyage, selon moi, pour éviter les désagréments, en tout cas, surtout les désagréments, je vais y arriver, les plus importants et les désagréments, qui peuvent quand même poser de gros problèmes en voyage. Donc, j'arrête le suspense, hein. Quel est ce principe, Sarah? Donc, c'est le principe qui, en anglais, on dit « two is one and one is none ». Donc, la traduction approximative, c'est, en français, c'est « en avoir deux, c'est comme en avoir un, et en avoir un, c'est comme ne pas en avoir du tout ». Donc, c'est un principe qu'on utilise avec les éléments les plus importants, généralement des choses qu'on apporte, mais aussi, en gros, c'est comme d'avoir un plan B pour tous les aspects importants d'un voyage. Donc, qu'est-ce que j'entends par aspect important? Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, les méthodes de paiement. Eh bien sûr, ne pas avoir d'argent en voyage, ça peut être un petit problème. Donc, je te conseille d'avoir au moins 2 cartes bancaires différentes au cas où, par exemple, l'une d'elles ne fonctionne pas ou a un problème. Ça m'est arrivé récemment au Sénégal. Donc, heureusement que j'avais une carte de backup et je te parle de voyageurs aguerris. Moi, je voyage depuis beaucoup d'années. Et récemment, au mois d'avril, je pense, ou mai, je suis allée 3 jours à Tanger et je me suis dit, là, c'est 3 jours. Je vais y aller juste avec l'argent dont j'ai besoin. J'avais fait un budget et tout, plus ma carte, une seule carte, quoi. Et ça va être suffisant. Eh bien, non. Ça n'a pas été suffisant parce que il me manquait 5 €, l'équivalent de 5 € en dirhams, bien sûr, mais je ne me rappelle plus c'était combien en dirhams. L'équivalent de 5 € pour payer mon taxi pour l'aéroport. Et j'ai eu un problème avec ma carte. Je n'arrivais pas à retirer d'argent avec ma carte. Heureusement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a prêté 5 €, etc. Bon, c'était que 5 €, hein, ça c'était pas la mort, mais voilà, même pour 3 jours, je te conseille, apporte
2 cartes, ne fais pas la même erreur que moi. et donc voilà, au moins 2 cartes minimum pour avoir... si tu peux aussi avoir une Visa et une Mastercard, par exemple, pas le même circuit, c'est encore mieux. Par exemple, si tu as une Maestro, le circuit Maestro n'est pas du tout accepté partout. Donc voilà, si tu as genre une Maestro, ça c'est encore doublement plus important d'avoir une autre carte. Mais si tu peux... avoir voilà 2 circuits différents, c'est encore mieux. Et en plus, je te dirais même d'avoir des euros ou des dollars américains en plus pour pouvoir les échanger au cas où tu en aies besoin. Donc comme ça, moi, le principe en fait du 2 is 1 and 1 is none, moi en fait, je préfère appliquer le principe du 3 is 2, 2 is 1 and 1 is none. Donc en fait, moi je te conseille pour pas like overdo it, genre d'avoir toujours au moins un plan B, mais personnellement, en voyage, sur certaines choses, je préfère avoir même un plan C, et les méthodes de paiement, c'est un de ces éléments-là. Je préfère avoir 2 cartes et plus du cash d'émergence, bien sûr. D'emergency cash, du cash d'urgence. Comme ça, je suis sûre à 100%, et le cash je vais y arriver. Cash d'urgence. Et les cartes, bien sûr, on ne les garde pas ensemble. Hein. On met une carte qu'on garde avec soi, une carte qu'on garde à son auberge, et le cash, on le répartit un petit peu à différents endroits pour, si on se fait voler un truc, ne pas tout perdre, bien sûr. Ce serait un petit peu stupide hein, de tout garder ensemble, parce que là, c'est comme avoir un seul truc et ne pas en avoir 3. Bref, voilà. Donc, pour les méthodes de paiement, assure-toi d'en avoir au moins 2, voire 3. Les documents importants, par exemple... ton passeport, ton permis de conduire, ton assurance voyage, etc. Et assure-toi d'avoir, en plus du document original, bien sûr, d'avoir, moi je te conseille, au moins 2 copies dans différents sacs. Donc une copie dans ton sac que tu gardes avec toi, une copie dans le sac qui est à l'hébergement, tu peux même en avoir une autre copie, je sais pas trop où, et d'avoir aussi plusieurs copies en format électronique dans différents endroits, donc dans le cloud, par exemple, dans ton email. Moi, j'aime bien envoyer aussi une copie à ma maman, comme ça, ou à ma sœur, comme ça, si je suis mal prise et tout, ils peuvent me l'envoyer, etc. Donc, là aussi, les documents importants, on a plusieurs copies pour, si on se les fait voler, réussir à pouvoir faire les déclarations, avoir les numéros, etc. Hyper important. Pour un cellulaire, par exemple, en plus d'avoir son chargeur, avoir une batterie externe qui permet de charger son téléphone si on n'a pas de prise disponible. Donc ça, c'est... voilà. Important aujourd'hui, le téléphone, c'est essentiel, donc important d'avoir un backup de batterie. Par exemple aussi pour parce que je te donnais des exemples d'objets matériels, mais pour donner un exemple de aussi plan B, de trucs un peu moins tangibles, prévois au moins un plan B sur les façons, par exemple, d'aller et de venir à l'aéroport. Parce que si tu as un problème avec le moyen de transport principal que tu avais choisi, assure-toi de savoir quelles sont les façons alternatives de te rendre à l'aéroport. Moi, par exemple, ça m'est arrivé récemment, j'avais pris un train de banlieue ici à Madrid, parce que à côté de chez moi, il y a un train de banlieue qui va directement à l'aéroport. Malheureusement, panne du train juste comme je vais à l'aéroport. Heureusement, il s'est arrêté juste à une station qui connecte avec une ligne de métro, donc j'ai pu aller prendre le métro pour arriver à l'aéroport. Sinon, il y avait toujours un taxi ou Uber, etc. Mais bon, je savais quelles étaient mes différentes façons d'aller de venir à l'aéroport. Généralement, dans sa propre ville, c'est assez facile, on connaît bien. Quand c'est à l'étranger, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je te conseille de bien t'informer avant d'arriver pour être sûr de savoir, avoir un backup plan juste au cas où. Donc voilà, c'est pas pour être parano, hein, mais c'est juste d'être préparé. Comme ça, si une situation arrive, tu sais déjà comment agir, tu as déjà une autre option, etc. et t'es pas mal prise. Parce que là, sous le coup de la panique et tout, notre cerveau, il est généralement pas le meilleur pour nous aider dans la situation. Donc, si on a déjà un plan B, c'est beaucoup plus simple de gérer la situation calmement et de pas avoir de problème.
Deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est un peu en lien avec ce que je viens de te dire là, mais c'est de ne pas avoir plusieurs copies physiques et digitales de ces documents importants. Alors, si tu savais le nombre de gens que j'ai vus dans les auberges jeunesse où j'ai travaillé, qui n'avaient pas de copie de leurs documents importants et qui se sont fait voler ou qui ont perdu leur portefeuille. Et là, ils devaient aller faire la déclaration de vol à la police. Ils ne savaient pas le numéro de passeport, ils ne savaient pas les numéros de carte, etc. Ça rend le tout beaucoup plus compliqué aussi. Si tu dois aller à l'ambassade refaire ton passeport, c'est beaucoup plus rapide pour eux de refaire ton passeport ou de t'émettre un passeport temporaire, etc. Si tu as une copie de ton passeport. Donc voilà, je ne peux stress this point enough. Je ne peux mettre l'emphase sur ce point plus que ça. Vraiment, Lala, fais pause sur cet épisode et va faire une photocopie de tous tes documents importants et place-les dans un truc là que tu vas toujours apporter avec toi en voyage parce que c'est hyper, hyper, hyper important. Comme je te disais juste avant, moi je te conseille d'avoir au moins 2 copies avec toi, à placer à différents endroits dans ta valise, dans tes valises, d'en avoir dans les clouds, dans tes emails, comme je te disais. Et pour moi, les documents importants que je te conseille d'avoir avec des copies, c'est bien sûr ton passeport ou ta carte d'identité, bref, ton document de voyage, ton permis de conduire, les numéros de tes cartes de crédit et de débit que tu as apportés. Par contre, important, sans le CVV, ou le CVC en français, je suis pas sûre, bref, sans le petit code là à 3 chiffres pour éviter que quelqu'un tombe dessus et ne fasse des achats avec ta carte, hein. Mais juste le numéro, comme ça, parce qu'il le demande quand tu vas faire la déclaration à la police et ta banque aussi pourrait te le demander. Moi, ça m'est arrivé de perdre une carte une fois et j'ai eu l'air vraiment stupide de ne pas connaître le numéro de la carte et la dame était genre je peux pas t'aider si tu me dis pas le numéro de la carte. Donc note bien le numéro de tes cartes, le numéro de ta police d'assurance aussi, une copie de tes billets d'avion, de tes réservations, etc. Comme ça, si on te vole ton téléphone par exemple ou y a un problème, au moins tu peux repartir où tu as tes preuves d'hébergement, etc. Comme je te disais, c'est hyper important d'avoir tous ces documents parce que ça va être beaucoup plus facile de faire la déclaration de perte ou de vol à la police et de refaire tes documents si nécessaire. Troisième erreur que je vois souvent, c'est de ne pas distribuer ton argent, tes cartes bancaires et tes documents importants dans tes divers sacs pour éviter de tout perdre d'un coup. Donc ça, c'est, comme je te disais, tu vois, c'est tout est lié, hein. Les erreurs, elles sont toutes liées. Voilà, par exemple, je te conseille d'avoir ta carte bancaire principale, celle que tu comptes utiliser le plus durant ton voyage, sur toi, et de laisser celle de backup à ton hébergement. Comme je te disais, même chose. Là, pour les passeports et tout, est-ce que c'est mieux de l'avoir sur soi, de le garder à son hébergement? Ça, c'est un débat toujours en cours. Chacun a un peu sa vision, mais moi, souvent, ce que je fais, c'est que je laisse mon passeport à mon hébergement si je considère que l'hébergement est safe. Et je préfère avoir une copie sur moi quand je me déplace. Voilà, mais si c'est le contraire, si je garde mon passeport avec moi, je laisse une copie dans mon bagage à l'hébergement. Comme ça, j'en ai une quelque part, à 2 endroits et je me fais pas tout voler d'un coup. Par exemple, en Europe, si tu es européen, que tu as une carte d'identité européenne et que tu as ton permis de conduire, par exemple, ou que tu as ta carte d'identité et ton passeport, eh bien, ne garde pas tes 2 documents d'identité au même endroit. Parce que ça, c'est arrivé à un client récemment à l'auberge de jeunesse et ça m'a fait réfléchir justement à ça. Et par exemple, il avait son permis de conduire et sa carte d'identité. Il est sorti en boîte, il est revenu un peu altéré et il s'est fait voler son portefeuille. Son portefeuille dans lequel il y avait son permis de conduire et sa carte d'identité. Non, il aurait dû prendre que sa carte, que son permis de conduire, par exemple, pour aller en boîte. Parce qu'au final, en boîte, ce qu'ils veulent, c'est un document pour voir ta date de naissance. T'as plus de chances de te faire voler en boîte que dans une auberge de jeunesse.
en général. Donc, il aurait pu juste prendre son permis de conduire et laisser sa carte d'identité dans son bagage. Et là, il avait les deux ensemble. Donc, ça a été un peu compliqué là pour retourner chez lui. Qu'est-ce que je dis? Chez lui. Mais voilà, alors que s'il avait séparé, il aurait eu sa carte d'identité pour pouvoir retourner sans problème. Et bon, il aurait dû refaire son permis de conduire, mais c'est mieux de devoir refaire que ton permis de conduire que ta carte d'identité aussi. Et avoir le stress de ne pas être sûr de pouvoir reprendre ton avion et de devoir aller travailler le lundi, quoi. Donc voilà, sépare tes choses le plus possible. L'argent, c'est la même chose. Trouve des endroits pour cacher ton argent qui ne sont pas évidents dans ton sac, que tu laisses à ton auberge, dans le sac que tu gardes sur toi. Moi, je te conseille de garder l'argent que tu penses utiliser pour la journée dans un truc accessible, genre dans tes poches et tout, pour pas devoir sortir de tout de ton sac et te garder une réserve quelque part dans ton sac au cas où, quoi. Donc voilà, mais le plus important, c'est de ne pas tous avoir au même endroit. Autre erreur aussi que je vois souvent, c'est de ne pas noter tes téléphones, les numéros de téléphone importants à plusieurs endroits pour les avoir sous la main si un problème survient. Donc là encore, qu'est-ce que c'est des numéros de téléphone importants? Par exemple, ceux de tes parents, de ton ou ta partenaire, de ta banque, pour bloquer tes cartes. Le numéro pour bloquer les cartes, c'est ça qu'on veut, tu vois? Note-le quelque part. Le numéro de ton assurance, le numéro à appeler en cas de... si tu as besoin d'aller à l'hôpital ou un truc comme ça. Le numéro de ton ambassade, ça peut être très bien de l'avoir sous la main. Après, tu me diras, oui, mais tout ça se trouve sur Google facilement. Oui, mais dans un moment de panique, si on te vole ton téléphone, tu es au milieu de nulle part, t'auras peut-être pas accès à Internet, tu vois? Donc, on revient au principe de two is one, one is none. Genre, si tu l'as que sur ton téléphone, si on te vole ton téléphone, tu fais comment? Tu vois? Et si tu as ton téléphone, mais que tu n'as pas Internet, comment tu fais pour accéder à ces informations, etc. Donc, on essaie toujours de prévenir. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de te faire une liste. Tu peux la faire papier ou sur un Word et tu te l'envoies à ton email, tu sauvegardes dans un cloud, tu l'envoies à quelqu'un de ta famille, tu l'imprimes pour en avoir une dans ton portefeuille sur toi, une dans ton bagage que tu laisses à l'auberge. Tu comprends le truc? Et tes numéros importants à portée de main. Autre erreur, et ça aussi c'est parce que je l'ai vu mais plusieurs fois en auberge et ça m'a fait halluciner, c'est le fait de ne pas connaître tes mots de passe pour accéder à ton cloud, à ton email, à ton compte bancaire en cas de vol de téléphone. Ça m'est arrivé tellement souvent que des clients se fassent voler leur téléphone et qu'ils ne connaissaient aucun de leurs mots de passe pour entrer dans leur compte important. Et là, du coup, ils pouvaient pas bloquer leur téléphone à distance, ils pouvaient pas bloquer leur carte à distance, ils pouvaient pas avoir accès à justement tous leurs documents importants, les photocopies, etc. Et j'étais non mais mon Dieu, comment est-ce que tu vas faire là? Parce que t'as accès à rien du coup. Donc assure-toi de connaître au moins le mot de passe pour accéder à l'application de localisation de ton téléphone qui, aujourd'hui, généralement permet aussi d'effacer les données de ton téléphone à distance. Donc, comme ça, s'il est volé, les voleurs n'auront pas accès à tes comptes bancaires ou aux applications et tout, de tes comptes bancaires, de tes réseaux sociaux, de tes emails, etc. Pour pas te voler ton identité ou te voler encore plus de données, tu vois. Et bien sûr, de tes comptes bancaires et de email et cloud, etc. pour pouvoir accéder, à tes comptes bancaires, pour pouvoir bloquer tes cartes si nécessaire. Et les autres, cloud, email et tout, pour avoir accès à tes documents importants. Donc, hyper important, assure-toi connaître au moins ces mots de passe-là si tu en as besoin, ou utiliser un gestionnaire là, de mots de passe et retenir le mot de passe de ce gestionnaire-là que tu peux accéder à distance n'importe où. Mais voilà, important, rappelle-toi tes mots de passe. Autre erreur hyper commune, c'est d'avoir un bagage trop gros et trop lourd. Alors ça, j'en ai parlé dans l'épisode juste précédent, donc c'est très frais. Si tu l'as écouté il y a moins de 2 semaines, tu sauras... tu sauras qu'on parlait de ça dans cet épisode-là. Mais, voyager avec un bagage trop lourd, ce que j'ai fait moi-même plusieurs fois, donc je te parle d'expérience, c'est que ça rend le voyage beaucoup plus stressant, beaucoup plus inconfortable, parce que tous les déplacements, c'est a pain in the ass, c'est hyper...
emmerdant de se déplacer et tout. Donc, le fait de voyager plus léger, ça permet de te déplacer plus facilement, d'être plus flexible, d'être plus indépendant, de pouvoir t'adapter plus facilement aux changements qui peuvent survenir dans un voyage parce que t'as pas ce gros truc énorme à transporter à chaque fois. Et ça te permet aussi de moins de stresser dans les transports parce que t'as peur qu'on te vole ton sac, parce que s'il est assez petit, tu peux le garder avec toi, etc. Mais voilà, donc ça c'est un work in progress. Généralement, c'est normal, on commence tous avec un gros bagage et on diminue au fur et à mesure de l'expérience. Mais voilà, essayez le plus possible de voyager léger. Et pour moi, à tout le moins, le truc le plus important, c'est que tu puisses être capable de soulever ton bagage sans l'aide de personne pour pouvoir le mettre dans les porte-bagages, dans les avions, les trains, les autobus, pour pouvoir monter, descendre les marches, par exemple, dans les métros, dans les auberges, etc. Hyper important, pouvoir, être indépendant ou indépendante avec ton propre bagage et ne pas avoir besoin de personne pour le soulever, parce que peut-être qu'il y aura personne pour t'aider, tu vois. Ça peut arriver. La prochaine erreur commune, c'est d'apporter des choses de valeur, soit de vraies valeurs, là, genre monétaires, ou de valeurs sentimentales avec toi. De un, alors, les objets de valeur attirent les pickpockets, les voleurs, donc c'est mieux de limiter au maximum les objets qui peuvent attiser leur convoitise pour éviter de te rendre une cible. Et de deux, en voyage, c'est vraiment très, 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 très facile d'oublier des choses ou de les perdre parce que tu fais et refais constamment ton bagage, tu laisses les choses à différents endroits, etc. Des fois, tu dois partir avec un peu le stress ou rapidement ou à des heures où ton cerveau ne fonctionne pas à 100%, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très facile en voyage de perdre des choses ou de les oublier. Donc, essaie de limiter le plus possible ce genre d'objet. Essaie de ne rien apporter avec toi que si tu venais à le perdre, à l'oublier ou à te le faire voler, si tu peux pas le remplacer ou tu serais hyper triste si tu le perdais, ne l'apporte pas parce que les gens oublient tellement de choses. Et bon, les vols, ça arrive, mais bon, là, je vais te parler d'oublier des trucs. Parce que, je l'ai vu dans les auberges de jeunesse, la quantité d'objets perdus avec lesquels on se retrouve, c'est hallucinant. Et même des trucs de valeur, tu te dis, mais genre, comment quelqu'un peut oublier un iPad Pro? Je te jure qu'il y a des gens qui oublient leur iPad Pro, quoi. Genre, ou des trucs comme ça, je te parle pas des écouteurs wireless, ça c'est une dizaine à toutes les semaines, etc. Donc, c'est vraiment hyper facile de perdre ou d'oublier des objets en voyage. Donc, limite le plus les choses auxquelles tu tiens pour éviter de déjà dépenser, parce que souvent, sauf si tu vas dans des hôtels genre 5 étoiles et tout, mais partout ailleurs, tu devras payer pour qu'on te les envoie. Si c'est à outre-océan, etc., ça fait très, très cher l'envoi. Et si tu le perds ou si on te le vole, tu le retrouveras jamais. Donc, réfléchis bien à ce que tu apportes en voyage et essaie d'apporter des choses que si tu perds, tu peux remplacer facilement ou qui ne te feront pas trop de la peine si tu les perds. Avant-dernière erreur que je vois super souvent sur des groupes de voyage, par exemple sur Facebook, c'est un truc de malade, mais il y a énormément de gens qui se plaignent qu'on leur a refusé l'accès à leur vol ou genre l'entrée sur le territoire de leur destination parce qu'ils ne s'étaient pas bien renseignés sur les conditions pour y entrer. Donc, hyper important, informe-toi bien des conditions d'entrée de ta destination avant de réserver tes billets parce que tu sais peut-être pas, mais il faut un visa où il faut que tu respectes certaines conditions que tu ne respectes peut-être pas. Donc informe-toi très très bien avant de réserver un voyage. D'ailleurs, c'est il me semble
une des premières choses une des premières étapes dont je te parle dans l'épisode 21 sur les 12 étapes pour préparer un voyage. Donc, si tu veux plus d'informations là-dessus, je te conseille d'aller écouter cet épisode parce que je t'en parle en long et en large. Mais rapidement, les éléments généraux à vérifier avant pour savoir si tu peux rentrer sur un territoire ou pas, c'est la nécessité ou non d'avoir un visa déjà et les conditions pour l'obtenir, surtout les délais pour son obtention parce que des fois ça peut prendre plusieurs semaines pour obtenir un visa, donc informe-toi bien là-dessus. Autre élément que beaucoup de personnes ne savent pas ou ne regardent pas, c'est la validité requise pour ton passeport parce que plusieurs pays te requièrent d'avoir 6 mois avant, 6 mois de validité sur ton passeport après soit ta date d'arrivée sur le territoire, soit ta date de sortie du territoire. Bref, ça, faut bien regarder, mais assure-toi que ton passeport, il sera valide pour cette quantité de temps-là. Certains pays aussi requièrent aussi d'avoir une preuve de départ du pays. Donc, là encore, assure-toi de l'avoir avant d'arriver sur place parce que si tu ne l'as pas et que tu n'as pas de SIM card ou je sais pas quoi et que tu peux pas prendre un billet genre on the go live à l'immigration, ils vont pas te laisser rentrer, ils vont te renvoyer chez toi, quoi. S'il y a aussi des vaccins requis, parce que là encore, il y a dans certaines zones où sans certains vaccins, tu ne peux pas rentrer. Donc, informe-toi bien. Ces informations peuvent être obtenues sur le site de l'ambassade du pays que tu souhaites visiter, ou genre en les appelant aussi, soit sur leur site ou en les appelant. Et généralement, tous les pays ont un site qui, genre du ministère des Affaires étrangères ou un truc comme ça, qui liste toutes les conditions nécessaires pour pouvoir rentrer dans les autres pays. Donc, informe-toi bien là-dessus et ne te fie pas à tonton Jacques qui a été il y a 20 ans à Cuba sans visa parce que, les choses changent même quotidiennement. Moi, par exemple, là, pour mon voyage en Asie, il y a une crise diplomatique entre le Canada et l'Inde et du coup, les visas, l'Inde n'émet plus de visas pour les Canadiens. Et ça s'est passé il y a récemment et du coup, j'ai dû tout changer mes plans de voyage parce que j'ai pas pu je pouvais pas obtenir un visa pour l'Inde, quoi. Donc, c'est des trucs qui peuvent changer rapidement. Donc, informe-toi bien avant d'acheter ton billet, mais aussi avant de partir, revérifie bien parce que des fois, les choses changent. Donc, ça, hyper important. Sinon, tu risques de pas pouvoir entrer sur le territoire et ça serait dommage. Finalement, la dernière erreur dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est une erreur très, très, très commune quand on commence à voyager, mais je te dirais même dans notre société en général, c'est un peu, même si tu voyages souvent, c'est facile de retomber dans ce piège parce que c'est un peu ce qui est encouragé par notre société, et c'est-à-dire de vouloir tout faire et tout voir, d'avoir des listes, tu vois, les must, penser qu'il faut absolument voir certaines choses, sinon t'as pas été à tel endroit, tu vois, les phrases là qu'on entend, genre tu peux pas aller à Paris sans aller voir la Tour Eiffel, c'est impossible. Oui, tu peux. C'est pas obligatoire de monter sur la Tour Eiffel quand t'es à Paris, quoi. Si tu veux le faire, bien sûr, fais-le, mais c'est pas obligatoire. Mais donc, voilà, souvent, on a tendance à tout remplir, à tout vouloir voir, à tout vouloir faire, donc à remplir les journées à fond, à enchaîner les pays, les villes super rapidement. Genre, moi, il y a tellement de gens que j'ai rencontrés qui font 15 villes européennes en genre un mois. Mais c'est énorme, quoi. C'est 2-3 jours par ville, avec tous les transports et tout. C'est hyper fatigant. C'est impossible de tenir ce rythme et de profiter, en fait, de ton voyage et de pas être épuisé et de pas être fatigué, de traîner tes trucs, de toujours être dans tes valises, à faire défaire les valises. Et voilà, c'est impossible ou presque, quoi. Il y a peut-être des gens qui apprécient, mais moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait comme ça l'ont regretté. Et après, les voyages suivants, elles ont toutes diminué le rythme parce que c'est hyper intense, quoi. C'est difficile à maintenir
pour plusieurs jours, semaines, mois. Donc voilà, moi je comprends hein, et je sais que voyager, ça coûte cher et que donc tu veux profiter le plus possible, voir le plus de choses possible, faire le plus de choses possible quand tu pars en voyage. Mais le risque, c'est que tu t'épuises et que tu ne profites absolument pas de ton voyage. Donc essaie de planifier des choses et tout. Je te dis pas de planifier une seule activité par jour, quoi, mais essaie de planifier un itinéraire qui te permet de voir les choses que tu veux voir, mais qui te permet aussi d'avoir des temps morts, déjà, pour relaxer, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être H24 en mouvement, en voyage, et aussi qui te donne la flexibilité pour si des choses, des activités que tu connaissais pas, ou on te propose des trucs genre live sur le moment et tout, pour aussi pouvoir accepter cette part de spontanéité dans ton voyage. Et quand je te dis que c'est des erreurs que les voyageurs aguerris peuvent faire aussi. Moi, qui suis une slow traveler, j'adore voyager très lentement, rester longtemps dans le même pays, la même ville, etc. L'été passé, je me suis fait 4 villes espagnoles en 1 semaine et demie, un truc comme ça. Et je suis retombée un peu dans cette frénésie, et j'ai dû me dire wow, là Sarah, on se calme, et j'étais tellement fatiguée et tout, j'ai complètement changé mes plans et je suis allée faire un camino pendant 4-5 jours pour juste marcher, relaxer et juste prendre mon temps et ne pas être dans cette frénésie de enchaîner les villes et tout. Parce que, je sais pas ce qui m'avait pris, mais j'étais retombée dans cette frénésie. Donc, c'est ce que je te dis, c'est pas que les voyageurs newbies, les néo-voyageurs, par exemple, qui commencent à voyager, qui font cette erreur-là. Ça peut arriver à tout le monde, donc il faut juste en être conscient. Et quand on voit qu'on commence à aller un peu trop rapidement, se dire « wow » et se ralentir, et voilà, parce que sinon, c'est facile de tomber dans ce piège. Et aussi, je voulais te partager un truc, moi, qui m'aide à lutter contre la FOMO, hein, la fear of missing out, cette peur de rater quelque chose. C'est de me rappeler très, très régulièrement que de toute façon, c'est impossible de tout voir. Tu ne pourras jamais tout voir d'un pays, d'une ville. C'est impossible. Même en vivant quelque part pour plusieurs mois ou voire années, il y a toujours quelque chose qu'on aurait pu faire ou voir et qu'on n'a pas fait. Moi, j'ai vécu dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, pendant plusieurs mois, et il y a des choses que je n'ai pas vues, pas faites, parce que, c'est... des fois, t'en entends parler plus tard, ou il y a des trucs sur le moment, peut-être ils t'intéressaient pas, et là, ils t'intéressent. Bref, c'est impossible de tout voir, donc déjà, dis-toi ça. Et un autre truc aussi que moi j'ai pour lutter contre la FOMO, c'est de toujours me laisser une chose à faire dans une ville, genre un truc un peu important. Genre, il y a 8 ans, j'avais été à Barcelone, j'avais passé 2 semaines à Barcelone, mais je n'étais pas rentrée dans la Sagrada Familia. Parce que je m'étais dit, comme ça, je devrais retourner à Barcelone pour voir la Sagrada Familia. Et là, 8 ans plus tard, cette année, je suis allée voir la Sagrada Familia avec ma mère quand elle est venue me visiter. Donc, juste pour te montrer, j'avais laissé un truc, c'est probablement le truc à voir à Barcelone. Moi, je l'avais laissé juste pour, me dire, de toute façon, je sais pas, j'ai pas tout vu, je vais devoir revenir. Après, bien sûr, je te dis pas de faire ça partout. Moi, c'est parce que, je savais que je voulais rester en Europe, donc Barcelone, potentiellement, je peux y retourner. Là, par exemple, en Asie, je vais aller au Cambodge. Par exemple, Angkor Wat, je vais y aller parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais retourner au Cambodge parce que c'est assez loin. Donc je te dis pas de faire ça partout, mais des fois ça peut être bien aussi juste pour redimensionner les trucs, de dire de toute façon je peux pas tout voir, donc choisis consciemment ce que tu veux absolument voir. Ne te laisse pas trop influencer non plus par les listes genre des must, etc., et les gens qui disent non mais si t'as pas vu ça, t'as pas visité tel endroit. On s'en fiche. Toi, choisis ce que toi tu veux voir, et de toute façon tu pourras pas tout voir. Donc, relativise ton voyage et fais ce dont toi t'as envie, avec ton rythme à toi, sans te tuer, quoi. Parce que le voyage, c'est pas non plus
C'est pas fait pour être une course et revenir encore plus fatigué chez toi qu'avant ton voyage, quoi. C'est pas l'intérêt. Donc, voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode, qu'il t'aidera à ne pas commettre certaines erreurs que moi-même j'ai commises, que d'autres personnes commettent régulièrement, et donc que tes voyages iront plus smoothly, plus tranquillement, plus sereinement, sans trop d'encombre. Comme je te disais, pour moi, beaucoup des erreurs dont je t'ai parlé aujourd'hui, surtout les premières, là au début, ça proviennent d'un manque de préparation en amont. Donc, je te dis pas qu'il faut que tu planifies, que tu réfléchisses à chaque petite chose qui pourrait t'arriver en voyage, mais les trucs importants, ça oui, pense-y bien avant de partir, parce que ça serait dommage de gâcher ton voyage pour quelque chose que tu aurais pu prévenir avant de partir, et ça aurait rendu la situation beaucoup moins complexe, ou ça t'aurait fait perdre moins de temps précieux de voyage à régler des problèmes qui pouvaient être anticipés. N'hésite pas à partager cet épisode avec des personnes qui commencent à voyager, ou qui peut-être ont commis certaines des erreurs dont j'ai parlé aujourd'hui et qui pourraient avoir besoin de petits conseils pour ne pas les commettre de nouveau. Ça permet aux gens de voyager et d'avoir plein de belles expériences, et ça permet aussi au podcast de se faire connaître, donc c'est un win-win, on aime ça, hein? Et moi je te laisse sur la citation de la semaine, et je te retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode. Cette semaine, la citation est de François Gervais qui dit « Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais ». Donc, je la trouve intéressante, cette citation, parce que faire des erreurs, ça fait partie du processus, de n'importe quel processus d'apprentissage. Donc, je voulais te partager ces erreurs pour t'éviter le plus possible de les faire. Mais honnêtement, c'est en faisant les erreurs qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Donc, n'aie pas peur, pars en voyage, même si tu commets des erreurs. Généralement, c'est pas la mort, hein. On trouve des solutions, mais on apprend et après on devient meilleur. Donc sur ce, je te laisse. Je te souhaite de vivre de merveilleuses expériences, de merveilleuses aventures, et je te vois très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode, et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.